La cave, avant-guerre, elle faisait à peine 30 000 hectos ici, et elle est montée en très peu de temps à 52 000 hectos. Ils investissaient massivement, les gens travaillaient dans les années 50 et souscrivaient des parts pour agrandir les caves. Il y avait eu la facilité de planter des cépages producteurs directs, et l'encépagement du vignoble ardéchois était à 80% à base de cépages hybrides. Donc c'était des vins d'assemblage. Il ne faut pas oublier que l'Algérie était devenue indépendante, mais il y avait encore 18 millions d'hectos en Algérie, qui permettaient, avec les vins de l'Ardèche et puis du Languedoc aussi, de faire des vins d'assemblage pour livrer dans les grandes métropoles, à Paris, dans l'Est ou ailleurs. On aimait, j'ai envie de dire, très peu, quoi. On en buvait, bien évidemment. Mais ce n'était pas un vin de très grande qualité. Et on était avec des vins d'hybride, donc qui étaient assez corsés, assez âpres et qui ne plaisaient pas toujours. C'est sûr qu'on avait une qualité médiocre par rapport. Mais bon, pendant la guerre aussi, il fallait produire parce qu'il manquait du vin. Les gens, ils ont planté ce qui produisait beaucoup de récoltes. Et c'est pour ça que les hybrides avaient quand même la cote. Mais suite à l'arrêt en Algérie, les rendements ont baissé très vite. Et il n'y a plus ces 20 médecins pour assembler avec nos vins d'Ardèche qui étaient des vins hybrides. Arrivé dans les années 65-66, il y avait de la mévente, c'était devenu très difficile. Ils ont senti que si vous voulez continuer à faire du vin, il fallait faire du vin pour vendre en l'état. La modification du vignoble, c'était aussi un changement de culture. C'était beaucoup plus d'efforts au niveau du suivi des maladies cryptogamiques de la vigne. Et à partir de là, il fallait trouver un mouvement qui s'installe au niveau des viticulteurs pour faire comprendre que la qualité, eh bien, c'était très important si on voulait encore exister demain. C'est en 60 que le ministre de l'Agriculture a décrété qu'il fallait mettre en place des groupements de vulgarisation. Donc, on a créé des GVA viticoles qui se sont intéressés donc, de retrouver des cépages nobles. Et on a essayé de persuader les gens de planter ces plants de cépages nobles. Cette reconversion du vignoble passait par tout un territoire et à partir de là, essayer de trouver un mode de commercialisation plus performant, plus efficace et un revenu plus important au niveau des viticulteurs. Mais c'est sûr que c'était plus facile de faire replanter des vignes que de faire évoluer les mentalités au sujet des regroupements ou de la qualité. La commercialisation des vins en citerne, des vins en vrac, se faisait de la manière suivante, c'est que les caves coopératives vendaient par appel d'offres, c'est-à-dire au plus offrant, mais elles ne connaissaient que les courtiers en vin qui étaient en Ardèche, ils étaient entre 8 et 10. Et il y avait beaucoup de problèmes financiers à l'époque, puisque les expéditeurs n'avaient pas de grosses marges, et il y avait à l'époque pas mal de dépôts de bilan. Donc nous avons pensé à ce moment-là que si nous nous mettions ensemble, d'abord nous ne nous ferions pas concurrence les années difficiles. Il y en a des années difficiles. Et puis que nous serions plus forts. Plus forts pour, au niveau de nos caves, revoir notre encépagement, les techniques de vinification qui évoluaient rapidement. Au niveau de l'Union, nous avons pensé que nous aurions la possibilité à ce moment-là d'assembler nos vins, d'en faire des vins d'encore plus de qualité, d'avoir des marques et surtout au niveau de la commercialisation. C'est-à-dire que tous ceux qui nous achèteraient nos vins de qualité, et la filière est large, eh bien nous pourrions leur donner satisfaction toujours dans le même but, c'est-à-dire permettre à nos vignerons de vivre le mieux possible avec leur vin. Au départ, ce n'était pas évident de faire le rapprochement de plusieurs caves coopératives. Et c'était le président de l'époque, le président Champetier, qui avait mis donc cette idée en place avec 6 autres présidents. Et c'est de là qu'est partie la création d'une union en 67, et puis la réflexion qui a été menée pour réaliser un chai d'assemblage. Je pense qu'un peu ici, on a été un peu les pionniers sur la cave d'Orions, mais ça n'avait pas fait l'unanimité au départ. C'était quand même, il y avait quelques caves qui y croyaient, les autres qui regardaient faire en disant nous, nos hybrides, on les vend bien, alors pourquoi on va s'embêter avec ça, on va attendre un peu.
Là, c'était au niveau d'une union qu'on discutait avec tous les négociants. Et à partir de là, on se sentait beaucoup plus fort puisqu'on avait une production beaucoup plus importante au niveau de la vente. 7 caves coopératives, mais très rapidement, d'autres caves coopératives sont venues. Et puis, vous le verrez, il y a eu une autre union qui s'est créée. Et puis, au bout de quelques années, nous nous sommes mis ensemble pour faire une seule union dans l'Ardèche, qui s'est appelée UVICA. Le fait du groupe, ça fait une émulation qui tire vers l'avant. Parce que si on s'isole dans une cave, bon, on est les meilleurs de la commune. Mais le fait du groupe, vraiment, donne un poids et donne des idées. On gagne toujours à travailler ensemble. Et ils ont pensé qu'à travers l'union, c'était une solution, je le répète, pour rester, pour les vignerons, soient le plus heureux possible. Et nous avons toujours pensé qu'à travers cette façon de faire, nous arriverions à une bonne valorisation de nos vins. Dans les années 60, je pense qu'ils ont vu qu'il fallait faire un vin. Et cette histoire de vin de pays, d'abord il y a eu les vins de canton, puis de suite après les vins de pays, c'était bien assimilé au nom du département ou d'une zone. Pour pouvoir présenter des vins Ardèche, typiquement Ardèche et assemblés entre eux, il fallait bien un chai de préparation des vins, d'abord pour les petits cavistes parisiens, et puis ensuite prévoir un type de vin suivi pour pouvoir l'embouteiller et le proposer à la grande distribution et puis à l'exportation après. C'est à partir de là qu'on a eu une discussion et qu'on a vu que le terrain à la sortie d'Orions, c'était le plus approprié pour créer un chai d'assemblage. Les consommateurs ont, à cette époque-là, et encore, ont beaucoup changé de leurs habitudes et souhaitaient des vins de qualité pour avoir le choix. Voilà. Nous, quand on était jeunes, on dit quand même si on pouvait faire des bons vins, donc on allait voir ailleurs. Je me rappelle toutes les sorties qu'on faisait pour aller voir dans d'autres régions. Les Côtes-du-Rhône avaient démarré, je suis allé dans le Beaujolais, partout voir un peu qu'est-ce qui pouvait se passer, comment nous, on pourrait s'inscrire dans les vins de qualité. Les jeunes de l'époque, comme on dit, se sont vraiment mis à fond dedans, de replanter très vite leur vignoble, parce qu'ils croyaient à vendre un vin d'Ardèche. Il y avait des vignerons animateurs qui allaient faire des animations dans les magasins en France et à l'étranger pour présenter nos produits. Et c'était vraiment le producteur qui présentait son produit aux consommateurs. J'ai le souvenir de Marc Ottelin, où c'était dans un hypermarché de Saint-Étienne, un géant casino pour ne pas le nommer. Il lui dit « Mais vous êtes vigneron, qu'est-ce qu'il le prouve ?» Il montrait ses mains et puis il avait tout vu. Hein. Il avait taillé la vigne tout l'hiver, ça se voyait, quoi. Dans les années 70, l'Europe a décidé un peu de relancer la viticulture, une viticulture plus moderne, à quelque part, et de mettre de l'argent à la clé, quand même des moyens très importants. En 1973, l'Union est reconnue groupement de producteurs. Et à partir de cette date, ceci va permettre aux viticulteurs de percevoir des aides dans la reconversion du vignoble, aux caves coopératives qui allaient faire des investissements, des aides également, et disons les aides au niveau disons, de l'Union pour créer disons, le chai UVICA. On a modernisé de partout. On a mis des pressoirs modernes pour remplacer nos pressoirs continus. Réellement, on a toujours essayé d'être à la pointe de la technologie pour bien vérifier tous nos nouveaux produits. Les grandes maisons se sont intéressées à nous. Pourquoi? Parce que les efforts avaient été réalisés. La vinification s'était beaucoup améliorée. Oui, le contrat Louis Latour a été un des premiers contrats négoce-production. Et c'est à partir de là qu'il y a eu des visites dans le vignoble des techniciens du COVA, puis des techniciens de la maison Latour, pour essayer de maîtriser les rendements à la parcelle. Et là sont apparus dans un vignoble jeune les premières vendanges en verre. Alors vous en pensez dans un département comme l'Ardèche, quand au mois de juillet, on demandait aux vignerons de couper les raisins et que nos anciens voyaient tous ces raisins sur le sol, ils disaient, mais cette fois-ci, nos dirigeants sont devenus complètement fous. On ne sachant pas si le lendemain, il n'y aurait pas un orage de grêle, d'ailleurs, hein. Ça peut arriver. Et puis ce négoce trouvait quand même une structure, une union qui était capable de répondre à ces attentes. Parce que dans tous les départements, ils ne trouvaient pas une structure aussi bien organisée que Vignerons Ardéchois, je crois qu'il faut le dire aussi.
En fait, tout l'intérêt d'une coopérative, c'est qu'on a une maîtrise complète du process depuis l'amont jusqu'à l'aval. Donc on est en ligne directe puisqu'on est producteur et notre métier aussi, c'est de rendre cette production en adéquation avec un marché. Donc c'est un peu le métier de mettre en cohérence des producteurs et des consommateurs. L'Union était en tant que conseil, c'est certain. Chaque année avant les vendanges, le technicien de l'Union vient à la cave coopérative et avec le gérant et quelques membres du conseil d'administration définissent les types de vins à élaborer. Et les représentants de l'Institut coopératif du vin. En fonction de la demande commerciale. Il faut tant de volume arrosé et dans chaque cave coopérative, on fait réaliser en fonction de ces équipements les volumes nécessaires à l'Union. L'idée aussi du groupe, c'est que toutes les caves coopératives, tous les sites de vinification avancent ensemble. Donc, grâce à nos techniciens que l'on paye, on peut donner l'ordre de dire là, il faut les pousser, il faut les entraîner, leur expliquer, faire des réunions. Donc, c'est ce qu'on a animé depuis maintenant. Ça devient un quotidien depuis plus de 10 ans. J'ai été embauché comme directeur général en 1987 avec comme mission de restructurer la maison de manière assez conséquente, à la fois sur des questions d'organisation générale et de développement commercial. J'ai été séduit par la cohésion du groupe, par leur capacité à analyser leur situation et à concevoir leur avenir. C'était vraiment des vignerons qui s'étaient associés, qui avaient effectivement compris quels étaient les enjeux économiques et vraiment leur côté passion et leur côté envie de réussir m'a séduit. Toute la base, tout l'important pour être capable d'évoluer était là. Bon, voilà, il y avait un certain nombre de lignes à faire bouger, comme on dit aujourd'hui, et à être chez les clients de manière la plus efficace possible, avec effectivement en ligne de mire la grande distribution sur un niveau national qui devait permettre de trouver ces fameux volumes dont on avait besoin, mais sans oublier ni l'exportation ni le circuit traditionnel. Élément aussi important, en 1994, nous avons réalisé une fusion-absorption avec l'autre groupe de coopératives qui existait. Et on est rapidement arrivé au bout du système, au bout des capacités techniques du premier outil qui a été fait en 1975. Voilà comment nous avons commencé à travailler. Dès 1994-1995, à ces nouveaux investissements, étant entendu qu'il fallait aussi les préparer financièrement, parce que c'était refaire un chai complet de conditionnement et pas un simple petit agrandissement. C'était pas rajouter un bâtiment au bâtiment déjà existant. Quand Denis et Jean-Paul Ganivet sont venus me trouver en me disant « Daniel, aujourd'hui, on est trop serré, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça fonctionne? Comment la commune réagit là-dessus ?» Il est vrai qu'on a été de vrais partenaires, et je crois qu'on peut le dire, et on l'est toujours, et on l'est encore. Et je vais même vous dire qu'une amitié s'est grandie, et ça nous a bien aidés pour tout ce fonctionnement. Ça demande surtout beaucoup d'énergie, une grande compréhension de tous pour arriver à trouver les bons rouages, le bon système pour que tout le monde puisse trouver son compte. Le fait d'avoir cet outil nous a permis aussi d'accéder à d'autres marchés, notamment à l'export et en particulier en grande distribution en France, par exemple sur des marques distributeurs. Et donc, la croissance a progressé. En 2000, on a fait plus de 600 000 hectolitres, le groupe. Aujourd'hui, en 2016, on a fait 450 000, mais qui est quand même une année plutôt forte. On se situe autour de 400 000 hectolitres. Sauf qu'on a pratiquement doublé en chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire qu'on a gagné de la revalorisation. Et je crois que c'est toute la fierté des vignerons ardéchois. IGP Ardèche, on est quand même dans les plus gros de France. On est pas mal derrière, on est 6-7e suivant les années au niveau volume. On fait des rosés de saignée, on fait des rosés de pressurage, on fait les meilleurs rouges avec les terres les mieux adaptées. Ça a été le travail de 2000 à 2010. Et aujourd'hui, on s'en retrouve récompensé. J'ai presque l'impression que c'est encore plus clair
qui a 10 ans. Pourquoi? Quand on regarde ce qui se passe en termes de consommation de produits alimentaires, il y a un véritable retour du consommateur vers les produits régionaux. On a été en avance là-dessus, je pense. Et les autres, plus ou moins, maintenant, ils nous imitent quelque part. Parce que réellement, l'important, c'est d'avoir un produit attaché à son territoire. Ça a été le moteur de l'investissement, le fait d'avoir une origine qui s'appelle IGP Ardèche, est vraiment le point principal sur lequel on a bâti la maison et sur lequel les vignerons, tous les jours, investissent en étant dans les vignes. Mais vous savez, aujourd'hui, prendre du bon vin du chai des vignerons ardéchois, l'amener, quand on est invité, amener une très bonne bouteille de nos vignerons, d'abord on en est fier, mais en plus, ça se déguste sur la table, c'est quelque chose de très très bien, quoi. Voilà, de très convivial. Alors je crois que d'avoir fait sa place, c'est bien, mais on sait que c'est jamais fini. C'est le discours qu'on tient tout le temps. Il faut évoluer. On a toujours su le faire. Je ne vois pas pourquoi demain, les plus jeunes ne le feraient pas. Donc je suis plutôt confiant. Mais il y a un avenir. Le souci, c'est de trouver des jeunes qui veulent s'installer, avec l'aide d'ailleurs des gens qui cèdent leur exploitation, parce qu'ils sont très, très ouverts à la suite. Hein. Mais il faut leur dire d'abord que la coopération est là pour les aider et que la filière est prospère quand même actuellement. Je pense qu'un jeune qui s'installe dans la viticulture, la première chose, c'est qu'il faut qu'il soit passionné, quoi. Il faut qu'il soit passionné par ce qu'il fait, par la culture de la vigne, mais aussi par ce qui va sortir derrière. Quel produit on va faire avec les raisins, les souches qu'il va planter. Et il faut qu'il ait cette passion du produit fini. Les Ardéchois, ils font des vins à leur image. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un cœur gros comme ça, qui sont très dynamiques, qui sont très proches de leur terroir. Et c'est des vins qui ne sont pas très compliqués, qui sont plutôt des vins simples, faciles, mais avec beaucoup de caractère. 50 ans d'histoire, oui, il a peut-être bien fallu 50 ans pour y arriver, effectivement, parce que dans notre métier, et c'est ce qui est aussi quelquefois terrible, c'est que les choses ne se font pas un jour. Les vignes se plantent, à l'époque, se plantaient pour 50 ans, maintenant c'est plutôt pour 30 ans, et la notoriété d'un vignoble se construit sur la durée, sur la constance, hein, sur l'esprit et la capacité des vignerons à communiquer là-dessus et à communiquer le plaisir de goûter, de déguster ces vins-là. Et c'est long, ça c'est dur.